Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire Aliane. Nous allons parler aujourd'hui du rôle du cerveau, notamment dans les récidives du LCA, donc un vaste sujet. Nous allons donc commencer de suite. Le principe, je pense que ceux qui ont déjà suivi des webinaires le connaissent, mais je vais en faire une petite présentation d'à peu près 30 minutes. Et ensuite, vous avez possibilité, via le petit onglet que vous avez avec questions, de me poser des questions. Et bien sûr, donc, je vais pouvoir échanger avec vous si vous avez la moindre question. Très bien. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, le sujet, donc, c'est sur les récidives du LCA. Quel peut être le rôle du cerveau dans ce type de problématique? Eh bien oui, effectivement, hein, notre but ultime dans la prise en charge du LCA, c'est de redonner au patient une stabilité fonctionnelle, autorisant, comme je l'ai écrit, un retour en toute sécurité, et ça c'est important pour moi, au niveau sportif antérieur, et de prévenir une nouvelle lésion du genou. Ce que l'on voit, c'est que malgré les progrès récents, hein, dans les techniques de reconstruction du LCA et dans les protocoles de réduction, eh bien, encore aujourd'hui, 2 tiers des sportifs ou compétiteurs ne sont pas revenus à leur niveau antérieur un an après le geste chirurgical. Alors bien sûr, hein, ça tend à quand même à diminuer, surtout la récidive, ce que l'on voit, mais parmi les athlètes qui reviennent à leur niveau sportif antérieur, selon la littérature, on retrouve entre 3 et 19% de patients qui ont une nouvelle lésion du genou opéré, et entre 5 et, euh, et 17% et 24%, pardon, une lésion du LCA contralatéral. Justement, hier, j'avais cette discussion avec le staff médical de l'équipe de France de ski qui me disait que effectivement, eux, ils avaient sur 280 athlètes, eh bien, à peu près 17, 17 athlètes qui se sont rompus façon contralatérale le genou. Et on se rend compte que, eh bien, effectivement, hein, le niveau qui nous manque actuellement, c'est ce côté effectivement neuromoteur, car voilà, la prise en charge est vraiment de plus en plus optimale. Les sportifs reviennent avec vraiment tout ce qui est test fonctionnel, Castart, voilà, tous ces tests qui permettent de vraiment donner un feu vert. Et malgré ça, on retrouve encore voilà, pourcentage de rupture, soit ipsilatérale, soit contralatérale. Et voilà, lui, le médecin de l'équipe de France, me disait, on se rend compte voilà, il y a quelque chose encore qui nous échappe, surtout au niveau du contrôle neuromoteur. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Quels sont ces facteurs connus qui favorisent les ruptures de greffe? C'est l'asymétrie des deux membres inférieurs. Donc aujourd'hui, on arrive quand même à réduire cette asymétrie, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Hein. Il faut penser que eh bien, les déficits que l'on retrouve côté opéré, on va en retrouver une partie aussi côté contralatéral, parce que eh bien, même le côté sain ne va pas travailler pendant longtemps. On a besoin de le faire revenir lui aussi à un niveau antérieur, donc ça c'est important. Le ratio quadriceps ischio-jambier, à un moment donné, ça a été un petit peu la panacée. On a beaucoup parlé du côté musculaire. Finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ça. Hein. Les tests isocinétiques, ça fait partie des tests intéressants, mais on ne peut pas juger du retour, notamment du RT play, du return to play, que sur ce ratio et ces tests isocinétiques. Le contrôle du tronc, bien sûr, et je dirais même le contrôle neuromoteur dans son ensemble, et bien sûr ce fameux valgus dynamique qui est un facteur aussi très important et prédictif notamment de rupture du LCA. Nous allons justement nous attarder un petit peu sur cette notion de contrôle neuromoteur qui m'est chère. Le contrôle neuromoteur, quel va être qu'est-ce que l'on va retrouver dans ce contrôle neuromoteur? On peut y mettre beaucoup de choses, mais voilà, ce soir, sur ce qui nous intéresse, eh bien, il va y avoir cet axe hanche, genou, cheville qui va être très important. Le contrôle du haut du corps aussi, voilà, qu'on sait qui est très
importants et prédictifs aussi de récidive, et ce fameux valgus dynamique. Si on prend par exemple l'exemple du saut, sur une étude récente que j'ai lue, voilà, quels peuvent être aussi les paramètres que l'on peut retrouver dans cette notion de contrôle neuromoteur. Bien, vous allez avoir la flexion latérale du tronc, la flexion du genou, l'abduction au niveau du genou, la distance du pied contralatéral, la position de la hanche. Voilà, vous voyez que tout ça, eh bien, montre qu'on a besoin d'avoir un contrôle neuromoteur important pour pouvoir anticiper ces récidives. Bien sûr, on ne parlera pas de, comme disait, ça me faisait toujours sourire, mais un de mes professeurs, c'est que voilà, si vous prenez 80 kg de débilité sur le genou, là forcément, mais bien sûr, vous n'y pouvez rien. Mais dans quelqu'un qui va se blesser de façon isolée, avec un mauvais contrôle neuromoteur, c'est qu'à un moment donné, eh bien, le cerveau n'a pas été capable de contrôler quelque chose qui l'a déstabilisé, et donc du coup va entraîner la blessure. Et dans ce cadre-là, la question que l'on se pose et que je vous pose, c'est eh bien, quel peut être le rôle du cerveau? Nous allons parler dans un premier temps, par rapport à ce côté contrôle neuromoteur et contrôle musculaire, c'est de ces fameuses AMI, ou Arthrogenic Muscle Inhibition. C'est quelque chose qui est très étudié, notamment dans le genou. Vous allez retrouver beaucoup d'études sur cette fameuse AMI du quadriceps, notamment post-ligamentoplastie de genou. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette AMI, c'est un terme vraiment générique. Sa définition, c'est l'incapacité durable d'activer complètement un muscle. Cette AMI, on peut la retrouver partout, hein, dans toutes les formes de motricité du corps. Et donc, mais ce soir, on va vraiment s'atteler à parler de ces AMI au niveau du genou. Ce que l'on voit, c'est que ces AMI, elles peuvent varier en fonction de pas mal de paramètres. Les degrés de lésion musculaire, le temps écoulé depuis la blessure, le positionnement de l'articulation aussi, notamment lorsque l'on va mettre une attelle, va être importante sur la survenue de ces AMI. Ces AMI, elles sont causées par une décharge de tous les récepteurs sensoriels articulaires que l'on a au niveau notamment du genou. Et donc tout cela va varier en fonction de là aussi plusieurs paramètres. Le gonflement de l'articulation, c'est pas anodin si je l'ai mis en premier, parce que voilà, les études montrent que le gonflement seul peut être responsable de la survenue de ces sidérations musculaires, d'où l'importance bien, de travailler vraiment à faire dégonfler nos articulations. Vous allez avoir aussi la douleur qui, de façon indirecte, va jouer sur la survenue des AMI, parce que la douleur, donc, c'est une info qui remonte au niveau du cerveau. Et ce cerveau, avec cette information, va mettre en place des mécanismes, notamment des mécanismes de défense. Et un de ces mécanismes de défense, c'est de moins actionner les motoneurones autour de l'articulation, donc de faire survenir cette inhibition motrice. Vous avez aussi l'inflammation. L'inflammation, c'est un peu comme l'inhibition motrice, hein. C'est-à-dire que l'inflammation, c'est un phénomène tout à fait normal et je dirais même essentiel, parce que c'est ce qui va du coup amener tous les éléments qui vont permettre de cicatriser, de permettre un retour à la normale. Ce qui va poser problème, c'est si cette inflammation perdure. Là, si cette inflammation perdure, notamment, elle va avoir tendance à irriter les terminaisons nerveuses libres, qui sont donc des récepteurs sensoriels, et va donc entraîner l'apparition de cette sidération musculaire et de ces AMI. Donc là aussi, bien sûr, on va tout faire pour essayer de calmer cette inflammation. La laxité articulaire, c'est la laxité articulaire due au traumatisme, pas la laxité articulaire, on va dire, génétique
Là, laxité articulaire fait que les récepteurs sensoriels vont se retrouver perturbés, vont envoyer de mauvaises informations et donc du coup vont engendrer là aussi la survenue de sidération. Et bien sûr, vu que ces récepteurs sensoriels peuvent être aussi endommagés, donc tous les dommages des afférences sensorielles vont forcément avoir un effet sur la survenue de ces sidérations musculaires. Pour bien comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau, je vous ai mis ce petit schéma. Donc, ce schéma où vous allez retrouver donc, sur la partie gauche toutes les afférences sensorielles, que ce soit extéroceptives ou proprioceptives, qui vont permettre au cerveau d'élaborer de la motricité. Donc, ces afférences, vous le voyez, vont aller jusqu'à la partie sensitive du cerveau au niveau du cortex pariétal. À ce niveau-là, le cerveau va les analyser, va les passer dans des structures comme le cortex préfrontal et frontal, de manière à être analysées et digérées pour pouvoir permettre à des structures suivantes, que sont le ganglion de la base et le thalamus, de réaliser un brouillon de l'élaboration de la motricité. Une fois que ça c'est validé, eh bien, vous allez avoir tout le schéma d'exécution de la commande motrice avec pêle-mêle les aires motrices, les aires prémotrices, le cervelet qui va contrôler l'ajustement de la motricité, le cortex moteur primaire responsable de la motricité fine et aussi la moelle épinière et enfin les motoneurones du muscle ou des muscles concernés par la motricité. Et là, on voit qu'on peut avoir plusieurs problématiques qui peuvent survenir à l'élaboration de cette motricité qui vont perturber éventuellement le contrôle neuromoteur. Vous avez d'abord toutes ces afférences. Là, à ce niveau-là, on peut avoir des mauvaises informations qui remontent au niveau du cerveau et tout le rôle du thérapeute que nous sommes, ça va être de faire en sorte que toutes ces infos qui remontent soient le plus optimales possible. Et pour ça, on doit agir sur tous les différents capteurs sensoriels possibles, imaginables. Donc, ça peut être des capteurs kinesthésiques, ça peut être des capteurs articulaires, ça va être des capteurs aussi visuels. Voilà, tous ces capteurs sensoriels ont besoin d'être le plus optimal possible. Donc, c'est vraiment une prise en charge le plus globale possible, de manière à ce que le cerveau ait les informations le plus optimales possible, car comme ça, il va mettre en place la motricité la plus optimale possible. Si on a des mauvaises informations, forcément, le cerveau va mettre en place une mauvaise motricité. Donc voilà, donc ça c'est une première notion que je voudrais transmettre aujourd'hui, c'est votre travail, j'espère que vous en êtes persuadé, sert, mais il faut vraiment travailler sur le plus possible de capteurs sensoriels de manière à faire diminuer la récidive des VCA pour optimiser ce contrôle neuromusculaire. Malgré ça, on a aussi une autre possibilité de trouble de la motricité, c'est au niveau central, donc au niveau des ganglions de la base et le thalamus, c'est le cerveau qui va faire barrage à l'élaboration de la motricité. Alors là, ça peut être quelque chose comme de l'appréhension, de la douleur, plusieurs paramètres peuvent être en jeu et vont faire que le cerveau, de lui-même, va décider de ne pas actionner la motricité. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'autant on peut agir sur ces capteurs sensoriels, tout ce qui est périphérique, ces inhibitions motrices d'origine périphérique. Là, sur les inhibitions motrices d'origine centrale, ça va être plus problématique, et donc on va devoir avoir besoin d'une méthodologie un petit peu plus particulière pour pouvoir agir sur ce niveau-là. Les conséquences de ces sidérations musculaires, de ces AMI, elles sont multiples, elles sont autant de signaux d'appel pour nous qu'on est peut-être en face d'AMI et d'excès d'inhibition motrice. Donc d'où ce tableau, d'où l'importance de ce tableau, et que je vous encourage à vraiment retenir, c'est que vous allez avoir des patients qui ont une atrophie musculaire qui perdure, qui n'arrivent pas à prendre en volume, qui n'arrivent pas à en prendre à force. Vous avez une baisse de la contraction maximale volontaire. Malgré tous vos bons soins pour les faire travailler, c'est des gens qui vont plafonner, voire des fois même régresser. On les voit aussi sur les tests isocinétiques qui, plastiquement, à 3-4 mois, quand ils vont passer le premier test, vont avoir
30% de déficit, on va dire en moyenne, que vous refaites un test à 5-6 mois et ces gens-là vont n'avoir pris que 5 ou 10% et vont avoir toujours ce déficit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cerveau voilà, a décidé de n'actionner que 70% de ses fibres musculaires et de ne pas actionner les 30% restants. Et ce qui se passe, c'est que quand vous faites la rééducation ou la réathlétisation, vous allez tenir quasiment 100% de ce que vous pouvez faire, mais ça sera toujours 100% de ces 70%. Il y aura toujours ces 30% que le cerveau n'arrive pas à actionner. Et donc, on a besoin d'aller les chercher. Ensuite, autre conséquence, c'est la stabilité de l'articulation, où les gens vont décrire une gêne dans la stabilité, vraiment avoir une appréhension, la sensation que bien l'articulation n'est pas stable, que ce soit dans des fonctions assez simples comme la marche, mais aussi dans des fonctions plus élaborées comme le saut et encore plus dans la gestuelle sportive. Malgré d'avoir fait travailler, cette instabilité perdure et on est aussi en face de peut-être un excès d'inhibition motrice. Vous allez avoir donc des retards de rééducation, on en a parlé, tout ce retard de rééducation qui gêne le renforcement musculaire. Et puis, le perturbation du schéma moteur de contraction, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont le cerveau va mettre en place un schéma moteur dysfonctionnel. Ils n'arrivent pas, par exemple, à verrouiller le genou. Ce sont des patients, pour tendre la jambe, ils vont tourner le pied à l'intérieur, le faire avec la partie externe du quadriceps, voire des fois le TFL. Donc tout ça, ce sont les schémas moteurs adaptatifs. Le problème, c'est que du coup, ça a un effet limité et puis ça peut avoir un effet sur d'autres structures et donc du coup avoir des pathologies additionnelles à d'autres niveaux. Ce sont aussi des patients souvent qui décrivent des douleurs, mais des douleurs plutôt à type de gêne, quand ils font de la motricité, quand ils tendent la jambe, quand ils plient. C'est souvent des douleurs périrotuliennes sur les tendons. Ce qui se passe, c'est comme ils ont du mal à actionner leurs muscles, la seule info qui remonte au niveau du cerveau, c'est les tendons qui se laissent étirer, et c'est des sensations qui sont désagréables, voire douloureuses, et donc du coup, on a encore du mal à aller traiter ces pathologies. On s'aperçoit qu'en fait, quand on rétablit la contraction du muscle, eh bien, on va avoir ces douleurs gênes qui vont disparaître. Comment peut-on diagnostiquer ces sidérations musculaires? Eh bien, bien sûr, il est important d'abord, dans un premier temps, si ce n'est pas des patients que vous connaissez, de réaliser d'abord un diagnostic différentiel au préalable, de savoir si vous n'êtes pas en face d'autre chose, c'est normal. C'est un diagnostic qui va être basé sur un testing musculaire classique, mais auquel on va rajouter des sensations proprioceptives et sensorielles, notamment kinesthésiques, qui vont être vraiment différentielles et vont pouvoir poser le diagnostic de ces inhibitions motrices et de cet excès surtout d'inhibition motrice. Donc on se sert d'un protocole de testing musculaire classique, classé de 0 à 5, avec 0, aucune évidence de contraction, jusqu'à 5, une contraction d'une amplitude avec une résistance normale, muscle normal, mais on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir un testing global coté à 5, mais qui vont décrire soit une sensation de ne pas savoir comment ils font, ou alors des gens qui vont décrire j'arrive à le faire, mais j'ai besoin de me concentrer et c'est pas aussi automatique que l'autre côté, j'ai besoin d'y réfléchir pour pouvoir le faire. Ou alors, c'est les gens, ils arrivent quand même à le faire, mais ils vont dire mon muscle, il se contracte pas de la même façon. D'un côté, j'ai l'impression que vraiment il y a une globalité de contraction, et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui s'allume, mais pas l'autre. Donc voilà. Donc c'est ce différentiel dans ce 0,5 que le côté neurosensoriel est intéressant. Parce que pour moi, quelqu'un qui a un côté à 5, mais qui a ces sensations-là, n'est pas revenu à son niveau antérieur et, pour moi, est un risque, justement, par rapport au sujet de ce soir, de récidive. Voilà. Tant qu'on a ça, c'est qu'au niveau du cerveau du patient, il y a encore une problématique. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, ces personnes-là, notamment chez les sportifs,
été catalogué en disant oui, lui, il a un problème dans la tête. Et bien oui, quelque part, c'est un peu ça. Ça ne veut pas dire qu'il s'écoute, ça veut dire que simplement le cerveau en tant que tel n'est pas rassuré et qu'il a mis en place des inhibitions motrices et que du coup, il n'est pas encore en pleine mesure de pouvoir actionner sa motricité. Tant que vous avez ça, c'est qu'on a encore une problématique à régler. Je vous ai mis le diagnostic de muscle que l'on retrouve le plus fréquemment, donc bien sûr forcément dans le genou, eh bien c'est le quadriceps. Un des tests possibles, c'est le test de verrouillage du genou. Donc on va passer le patient en décubitus et on va demander au patient de lever la jambe verrouillée, tendue en extension, soit contre résistance, soit sans résistance, si c'est déjà difficile. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à se focaliser sur la contraction du quadriceps, qu'est-ce qui se passe à niveau-là. Et ça, c'est important quand vous faites le diagnostic des inhibitions motrices. La question que vous devez poser au patient, c'est, voilà, quand tu fais ce mouvement, qu'est-ce que tu sens? Nous, on ne doit rien dire, on ne doit pas induire, c'est pas la même chose si nous, on lui fait remarquer quelque chose par rapport au cerveau du patient. Si le cerveau prend conscience qu'il y a un déficit, il va déjà mettre en place des mécanismes pour le corriger. Donc, quand vous faites faire ces tests, tout de suite, la question, c'est qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez au niveau du genou? Qu'est-ce que vous sentez au niveau de la cuisse? Qu'est-ce que vous sentez qui se contracte? Quelle est la différence, bien sûr, parce que on va le faire de façon bilatérale. On peut éventuellement focaliser l'attention sans induire, mais dire voilà, au niveau du verrouillage, au niveau de la partie interne du muscle, est-ce que tu sens la même chose? Parce qu'effectivement, hein, ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est un déficit de ce vaste interne qui participe dans les derniers degrés au verrouillage du genou et on s'aperçoit que c'est souvent le vaste interne qui pose problème et qui a du mal à verrouiller le genou. Donc voilà, donc on va faire tout ce travail-là. On peut le faire aussi assis, où le patient eh bien, va travailler soit en statique, soit en concentrique, soit en excentrique. Et là, pareil, ce qu'on va chercher, ce sont est-ce qu'il est capable de le faire, parce que forcément, hein, ce qui va arriver en premier, le patient, il va vous dire, là, je sens que j'ai moins de force. OK. Donc ça, c'est une première chose. Mais si c'est juste ça, et que les sensations sont bonnes, parce que c'est souvent une question qu'on nous pose, du coup je vais y répondre avant qu'on me la pose, c'est-à-dire quelle peut être la différence entre un déficit de force et vraiment une inhibition motrice. Quand on a un déficit de force, le patient va dire, voilà, je sens bien mon muscle s'allumer, je sens que ça se contracte, mais j'ai pas de force. Ok, ça c'est de la rééducation classique, on va travailler la force, et il n'y aura pas de souci. Par contre, s'il dit je pousse, j'ai pas de force et je sens pas comment je contracte, ou alors je sens une partie mais pas l'autre, voilà, ça veut dire que là on est en face d'une inhibition motrice. Ensuite, une fois qu'analytiquement on a vu que il y a une problématique, on peut faire un test dynamique pour voir au niveau fonctionnel si ça se retrouve. Donc le test dynamique que l'on vous propose, c'est de faire un travail de saut unipodal vers le haut, toujours pareil, comparatif et toujours sensoriel, à savoir, voilà, quand vous faites ce saut, qu'est-ce que vous sentez? Et là, on va analyser vraiment les différentes phases du saut, que ce soit l'impulsion, la phase d'envol pour savoir à quelle hauteur il va et la phase de réception. Ce que je vous encourage aussi à faire, c'est de faire une vidéo, parce que ça aussi, ce feedback visuel, il va être très important, c'est-à-dire que vous allez prendre la vidéo, et là aussi, si vous voulez que, et c'est un temps important, hein, que le cerveau du patient prenne conscience du déficit, montrez la vidéo sans rien analyser au départ. Qu'est-ce que le patient voit? Après, bien sûr, il va y avoir un temps d'analyse aussi avec le thérapeute, mais dans un premier temps, c'est toujours intéressant de montrer la vidéo comme ça au patient en premier et de lui-même voir ce qui se passe. Donc lui, il va peut-être déjà voir des choses, je saute moins haut, de toute façon, il a eu la sensation aussi que souvent c'est l'impulsion, hein, j'ai pas de force, j'ai l'impression que j'arrive pas à décoller, etc. Donc voilà, ça va être intéressant. Bien sûr, on note aussi s'il y a l'apparition de douleur, de tension, de gêne, tout ça va être important à noter, mais on est surtout sur de la motricité, donc savoir où est-ce que ça se contracte, à quel niveau, qu'est-ce que le patient il sent. Autre muscle clé important, c'est le moyen fessier, le muscle le plus important dans la stabilisation du bassin, parce qu'on se rend compte que beaucoup de problématiques de genoux sont dues
a aussi des déficits de stabilisation du bassin. Donc, vous pouvez faire ce test en décubitus latéral. Moi, j'avoue, j'ai préférence pour le test en latérocubitus, soit jambe tendue, mais il y a une possibilité, entre guillemets, de schéma dysfonctionnel, de le faire plus avec le TFL. Vous pouvez donc squeezer ça en demandant au patient de fléchir la jambe. Et là, ce qu'on va faire, c'est un break test. On va demander au patient de tenir, on va pousser contre lui et on va lui demander de retenir. Et là, je vous encourage vraiment à aller tester les moyens fessiers dès demain. Vous allez vous apercevoir qu'on retrouve beaucoup de déficits au niveau du moyen fessier. Et du coup, avec tout ce que ça peut entraîner sur les articulations sus et sous-jacentes, donc là, le genou, en l'occurrence, on va avoir au niveau biomécanique tendance à avoir un genou qui va rentrer vers l'intérieur, donc va faire le lit du valgus, notamment dynamique, et donc du coup, va être un facteur aussi prédictif de se refaire mal. Donc ça, tout ce qui est aussi problème de rachis lombaire, moi je retrouve beaucoup de personnes aussi qui viennent en disant j'ai des douleurs de sacro-iliaque, j'ai ma sacro-iliaque bloquée, j'ai besoin d'avoir l'ostéopathe. Alors moi aussi j'ai la double casquette d'ostéopathe, mais je m'aperçois que bon, déjà la sacro-iliaque, hein, c'est une articulation très peu mobile, hein, et ça ne se bloque pas comme ça. La plupart du temps, ce sont plutôt des contraintes qui s'exercent au niveau de cette articulation parce qu'on a une instabilité et quand on règle la stabilisation du bassin, ben, on se rend compte que ces problèmes de sacroiliaque disparaissent. Donc voilà, donc allez tester ces moyens fessiers. Le patient, généralement, il va voir vraiment qu'il y a un déficit. Alors, souvent, ce qu'il va dire, et ça c'est intéressant quand il le verbalise, le patient, il va dire, eh bien, j'ai l'impression que je veux contracter, je veux tenir, je veux résister et j'y arrive pas. Alors que de l'autre côté, j'ai pas besoin d'y réfléchir, c'est automatique. Et voilà, j'ai pas de problématique de ce côté-là. Voilà. Donc là, on a vraiment une problématique au niveau de ce moyen fessier qu'on a besoin d'aller traiter. Qu'est-ce qui existe donc comme traitement de possibilités donc à ce niveau-là d'aller traiter? Eh bien, vous allez retrouver la reprogrammation neuromotrice telle que on le fait dans la méthode Alian. Donc, la reprogrammation neuromotrice, hein, il s'agit d'un procédé qui permet soit de retrouver un schéma qui aurait disparu, de retrouver un automatisme moteur. Ça, c'est un premier type de séance. Et j'ai des séances avec des personnes qui ne savent plus du tout comment actionner leur motricité. Vous allez avoir une autre possibilité, c'est corriger un geste. Donc, comme je l'ai décrit auparavant, le cerveau mettre en place des mécanismes adaptatifs et des schémas dysfonctionnels. Et bien, du coup, on va devoir corriger ces problèmes. Soit vous avez une autre possibilité, c'est-à-dire qu'on a un geste qui est tout à fait normal, mais on veut le rendre le plus optimal possible. Et là, on est plutôt en phase d'un travail d'optimisation, notamment, et de travail de la gestuelle sportive. Pour cela, on va se servir d'un triptyque. Ce triptyque, il est donc basé sur la proprioception, l'imagerie mentale et les sondes basse fréquence. Pourquoi on se sert de ce triptyque? Et donc, les gens qui ont créé la méthode ont fait appel à ce triptyque. Dans un premier temps, tout ce travail de sensation proprioceptive, kinesthésique, c'est ce qui va permettre d'aller chercher les sensations pour pouvoir corriger la motricité qui ne fonctionne pas. L'imagerie mentale, quant à elle, elle va servir à aller travailler directement sur le cerveau avec une méthode aussi associée qui est la transposition, ce fameux neurone miroir, qui va permettre de faire effectivement cette reprogrammation. Et le troisième triptyque, à savoir les sondes basse fréquence pour lesquelles eh bien, on nous pose beaucoup de questions parce que, eh bien, effectivement, hein, ça serait un peu la petite nouveauté de tout ça. Les sondes basse fréquence, ils sont là pour une chose, c'est que oui, c'est bien de corriger, mais derrière, on a besoin d'aller ancrer profondément tout ce que l'on a corrigé, parce que sinon, eh bien, ça sera perdu.
et le patient va avoir tendance à ne pas retrouver comment corriger sa motricité. Donc, on va les prendre un par un. Donc, les sensations proprioceptives. Ces sensations proprioceptives, dans un premier temps, eh bien, on aura déjà commencé à les rechercher dans le bilan avec cette recherche des inhibitions motrices, de voir effectivement qu'il y a un déficit, comme je vous l'ai dit auparavant, et qu'il y a une différence entre la droite et la gauche, notamment, mais c'est possible aussi sur des choses de façon unilatérale comme le rachis. Une fois qu'on a fait ça, on va faire dans un deuxième temps un travail proprioceptif, kinesthésique et sensoriel très poussé, où on va faire décrire et verbaliser le patient le plus possible. On ne peut pas juste se limiter à j'y arrive pas, j'ai moins de force, non. Voilà. Les questions pertinentes, c'est où est-ce que vous sentez que ça se contracte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez des tensions, des gênes, des douleurs, tout ça on va le garder, hein, la douleur est compris, hein, mais on va avoir besoin de travailler sur aussi d'autres choses, donc de faire ce travail proprioceptif. L'imagerie mentale, comme je vous l'ai dit, l'imagerie mentale, à quoi elle va servir? Eh bien, c'est quelque chose de très utilisé dans le monde du sport depuis très longtemps, mais c'est vrai que c'est surtout depuis 2008 et cette fameuse étude d'Anakawa qui avait montré, grâce aux IRM fonctionnels, eh bien, qu'on avait possibilité d'allumer les mêmes schémas de connexion neuronaux que si on faisait réellement le mouvement. Donc vous avez sur la deuxième ligne, là, avec un cerveau et tout ce qui est en turquoise, ce qui s'allume quand on imagine le mouvement, on fait une imagerie motrice, eh bien, ce qui se passe au niveau du mouvement, eh bien, on a à peu près 85% des mêmes schémas de connexion qui s'allument. Et ça, c'est intéressant parce que cette véritable équivalence neurofonctionnelle entre imagerie et exécution, ça permet plusieurs choses. Ça permet de travailler vraiment hors action et de s'imaginer vraiment faire le geste le plus optimal possible alors qu'on n'est pas capable de le faire. Et en faisant ça, on va activer des schémas de connexion qui vont permettre de pouvoir les réaliser. Parce que quand un patient n'arrive plus à faire une bonne motricité, ces schémas de connexion, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours présents. La problématique, c'est que le cerveau n'arrive pas à les retrouver. Donc lui, on va se servir de l'imagerie mentale, et en l'occurrence ici de l'imagerie motrice, parce que l'imagerie motrice, c'est une partie de l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, c'est cette capacité du cerveau à s'imaginer des choses abstraites, mais aussi concrètes. L'imagerie motrice, c'est la capacité du cerveau à s'imaginer un mouvement avec toutes les sensations kinesthésiques, sensorielles associées. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a allumé ces schémas de connexion qui n'étaient plus possibles d'allumer. Ça a aussi une autre possibilité, c'est que quelque chose qui est douloureux, et donc comme je vous l'ai dit, la douleur fait le lit aussi de l'apparition des sidérations et des inhibitions motrices. En imagerie motrice, on peut très bien s'imaginer aussi en train de faire un mouvement sans douleur. Enfin, ces fameux sons de basse fréquence, eh bien, ces sons de basse fréquence qui vont intervenir de deux façons dans la séance. On a d'abord les sons pulsés, donc ces sons de basse fréquence, ce sont des sons assez graves, qui ont été bien étudiés. Ce sont des sons, par exemple, où l'on sait que le cerveau va être en mode d'hyperconcentration. Voilà, il y a des études, vous pouvez en retrouver pas mal, qui montrent que voilà, si on prend deux groupes de personnes et qu'on met une personne sous ces sons de basse fréquence, un groupe et pas l'autre, et qu'on fait par exemple retenir des séries de chiffres, des mots, eh bien, les personnes qui ont été sous ces sons vont avoir tendance à retenir beaucoup plus de choses. Ça veut dire que le cerveau se met en mode concentration. Nous, on s'en sert donc pour justement mettre le cerveau dans cet état-là qu'on appelle l'hypovigilance. Ça semble paradoxal, mais c'est parce que c'est hypovigilance, mais du monde extérieur. C'est-à-dire que le cerveau va être détaché un petit peu du monde extérieur, mais concentré sur une tâche. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est cette concentration et cette activation, notamment des aires motrices quand on fait cette imagerie motrice, couplée à cette hyper-activation qui va faire que on va rendre pérenne et ancré de façon profonde ce que l'on va corriger. On va se servir aussi d'un deuxième son qu'on appelle son d'ancrage ou son associé, qui est choisi de façon totalement subjective parce qu'il faut que ça soit positif pour le patient, qui va être quelque part quelque chose comme un engramme positif et qu'à chaque fois qu'on va l'actionner, va permettre au cerveau de se dire tiens, ça, c'est une information intéressante, je la retiens. Parce que le cerveau, il a des millions d'informations qui arrivent à chaque seconde,
qui fait qu'il en retient d'autres et pas d'autres, c'est que eh bien, c'est souvent associé à quelque chose de positif. Donc là, nous, on va se servir de ça pour, à chaque fois que l'on corrige quelque chose, eh bien, actionner ce son-là pour que le cerveau le retienne. Il y a quand même des limites à ces séances de reprogrammation neuromotrice. Ces limites, ça va être une capacité cognitive trop dégradée que l'on peut retrouver notamment en neurologie avec des gens incapables de verbaliser. Comme vous avez vu, on a besoin de verbaliser des sensations au niveau kinesthésique, sensoriel, etc. Donc, il faut que le patient soit capable. Il faut aussi que le patient soit capable de comprendre les consignes. Autre limite, ce sont ces atteintes mécaniques, dans le sens atteintes mécaniques, mais si vous vous rappelez du schéma de la motricité, de l'exécution de la commande motrice. Si on a une atteinte de l'exécution de la commande motrice, si on a une section de nerf, si on a une section de moelle, voilà, ou tout autre élément de l'exécution de cette commande motrice, forcément le courant ne passe plus. Et là, on ne pourra pas changer ou corriger le mouvement. La troisième limite, qu'on remet un petit peu en doute, c'est les patients hyperalgiques. Parce qu'on avait tendance au départ à dire, voilà, ces patients, si on a des patients trop douloureux, à plus de 8 sur 10, notamment au niveau de l'EN, ils vont être trop concentrés sur la douleur, ils vont pas réussir à se concentrer sur autre chose, et donc du coup, eh bien, on n'arrive pas à faire ce travail sensoriel, et du coup, on n'arrive pas à faire la reprogrammation neuromotrice. On s'aperçoit que même chez les patients des fois hyperalgiques, on arrive des fois à trouver une petite porte d'entrée d'une sensation différente de la douleur. Soin difficile, mais on va dire aux patients, essayer de mettre la douleur un petit peu de côté et d'essayer d'avoir des sensations différentes. Et bien, on s'aperçoit que ça a un effet intéressant parce que eh bien, on va avoir tendance à diminuer le seuil douloureux parce que le patient va se concentrer sur autre chose, va moins ressentir cette info douloureuse. Et donc, du coup, au fur et à mesure, va faire apparaître d'autres choses et va réussir à diminuer son seuil douloureux. Donc ça, voilà, il faut peut-être être un praticien un petit peu plus aguerri en reprogrammation neuromotrice, mais sachez que c'est possible. Donc du coup, dans ce sujet de la récidive du LCA et du traitement du genou, eh bien, qu'est-ce qu'on peut proposer comme séance de reprogrammation neuromotrice? Une des premières problématiques, hein, c'est l'apparition de ce flessum, qui est vraiment le souci numéro un, notamment des chirurgiens. Eh bien, on va pouvoir proposer une séance de reprogrammation neuromotrice sur ce flessum où on va travailler non seulement cette activation du quadriceps qui est problématique, mais surtout et en premier lieu le relâchement des ischios, parce qu'on peut très bien baser une séance de reprogrammation neuromotrice sur du relâchement. Un muscle, là, ça doit avoir deux qualités. Ça doit savoir se contracter, mais ça doit savoir aussi se relâcher. Donc, on peut très bien faire une séance de reprogrammation neuromotrice sur du relâchement. Ensuite, sur les sidérations du quadriceps telles qu'on les a vues, voilà, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est des sens assez simple parce qu'on a juste besoin d'activer le quadriceps. La boiterie aussi que l'on va retrouver fréquemment, eh bien là on va pouvoir faire un travail d'activation du moyen fessier, une correction de marche. On peut retrouver hein, bien sûr ces boiteries aussi dans la course. Donc on va pouvoir aussi travailler cela en séance de reprogrammation neuromotrice. Et sur la gestuelle, on va être plutôt sur de l'optimisation. Voilà, enfin pour terminer, donc je vous ai mis un cas concret d'un travail que j'ai pu effectuer avec un athlète de haut niveau sur des sensations qui, voilà, c'était un skieur, donc ces sensations de réception de saut étaient mais vraiment mauvaises et il n'arrivait pas à les corriger. Et comme il me disait, ouais, j'ai besoin vraiment de sentir mon genou le plus stable possible parce que bien sûr dans le ski de haut niveau, cette articulation est soumise à des contraintes. C'est un sport à prédominance excentrique avec aussi une vitesse qui fait que voilà, on a besoin d'être très stable et donc ces sensations étaient pas bonnes. Donc, je vous montre la première vidéo. Hop, je vais. Attendez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est arrêté. Excusez-moi 2 secondes, je vais remettre ça. Hop. On va le remettre. Hop.
Tac. Voilà. Voilà, de retour. Donc ici, vous voyez sa réception de saut avec un déséquilibre assez important. Je vous le remontre. Vous le voyez au niveau du genou, on voit une instabilité, voire même au niveau de la cheville aussi, hein. Et surtout ce haut du corps et ce tronc qui se retrouve vraiment en recherche de stabilité. Eh bien, on s'aperçoit que on avait aussi, comme je vous l'ai dit, non seulement un problème de stabilisation du genou, mais surtout un problème de stabilité au niveau du moyen fessier. Et donc, on a surtout axé notre travail sur ça. Donc, je vous montre la résultante, voilà. Bien sûr, quand on fait une séance, hein, c'est pas youpi tralala, on fait la séance et il n'y a plus rien à faire derrière. On voit que tout n'est pas parfait, mais on voit qu'au niveau du contrôle neuromoteur, eh bien, je vous le remontre encore une fois, on a une meilleure stabilisation du bassin et du tronc, et derrière, il a pu de nouveau franchir un palier qui lui a permis d'avoir des bonnes sensations. Voilà, si on va passer tout de suite ensuite aux questions. Si vous êtes en recherche de praticiens Aliane autour de chez vous parce que vous avez pensé pendant ce webinaire à des patients auxquels vous voudriez adresser pour des séances de reprogrammation neuromotrice, eh bien, je vous enclin à aller sur le site d'Aliane. Vous avez une cartographie avec tous les praticiens. Il y en a maintenant une centaine en France qui font des séances de reprogrammation neuromotrice. Je vous ai mis aussi de la bibliographie car vous pourrez revoir tout cela en replay. Si vous êtes intéressé aussi pour vous former sur tout ce qui est inhibition motrice ou devenir praticien Aliane, là aussi je vous encourage à aller sur le site aliane.com. Si vous avez des questions autres que ce soir qui vous viennent à l'esprit, je vous laisse mon mail sladoucette@gmail.com pour pouvoir me poser les questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous allons maintenant passer donc aux questions-réponses. Je vois qu'il y en a déjà certaines qui sont arrivées. Je vais couper hop, ceci. Je vais aussi couper ma webcam. Voilà, et je vais donc, vous devez toujours m'entendre, répondre aux questions. Alors, première question que nous avons, comment aller chercher les 30% restants? Alors, c'est sûrement une question qui est arrivée quand j'ai parlé de ces fameux 30% restants. Eh bien, comme je vous l'ai dit, hein, ces 30% restants, ils sont dus essentiellement eh bien, au cerveau qui ne va pas aller chercher à actionner ses fibres musculaires. Donc, on a besoin de faire ce travail sur oui, tout à fait, les questions arrivent en retard. Pas de souci, Flore. On a besoin de faire ce travail sur les inhibitions motrices d'origine centrale, donc d'aller faire ce travail au niveau du cerveau, parce que en périphérie, eh bien, on n'arrive plus à actionner ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré ce type de prise en charge. Fabienne Leclerc, désolé du retard, il n'y a pas de souci, hein. J'espère que vous avez pu tout à fait voir le reste du webinaire. De toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, le webinaire, vous pouvez bien sûr le revoir et donc vous y aurez accès. Autre question. Peut-on avoir le même phénomène sur d'autres articulations? Oui, comme je l'ai dit, hein, vous pouvez avoir ce phénomène sur d'autres articulations. Par exemple, au niveau de la cheville, vous pouvez avoir des instabilités qui perdurent et avec une mission motrice, notamment des péronées latéraux que l'on peut, pareil, traiter. Sur l'épaule aussi, on va avoir beaucoup de problématiques, notamment sur tout ce qui est tendinopathie, parce qu'on va avoir des muscles surutilisés, des muscles sous-utilisés. On a besoin d'aller effectivement travailler aussi de la même façon.
Merci pour cette présentation. Merci à vous aussi d'y avoir assisté, Victoria. Je n'ai pas tout à fait compris l'utilisation des sons de basse fréquence. Ça ressemble à quoi en pratique? Très concret. Alors, ces sons de basse fréquence, hein, tout simplement, on va se servir d'une machine qu'on appelle l'AlphaBox qui fait ces sons particuliers, donc qui sont brevetés et d'une certaine gamme et de fréquences de manière à vraiment actionner le cerveau. Donc c'est un appareil avec un casque. On va le faire écouter aux patients. Dans un premier temps, comme je l'ai dit, ces fameux sons pulsés, donc ça va être des sons cycliques qui vont revenir au fur et à mesure, qui vont permettre progressivement, associé aussi à un travail de relâchement, à mettre le patient dans cet état. Et puis après, donc il y a un deuxième type de son que l'on va actionner, que le thérapeute va actionner de façon bien précise, que le patient aura choisi auparavant de façon totalement subjective, de manière à faire un rappel à chaque fois pour le cerveau, et bien que voilà, cette information-là, on a besoin de le retenir. Voilà pour cette question, j'espère y avoir répondu, chère Flore. Les sons choisis par le patient, c'est sur l'AlphaBox ou c'est à partir de sa playlist? Non, c'est vraiment sur l'AlphaBox que le patient va choisir les sons. Il y a 5 sons et donc du coup on va avoir un choix parmi 5 sons. Ok, merci, c'est plus clair. Mais écoutez, il n'y a pas de souci. Merci à vous en tout cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou est-ce que, j'espère, hein, c'était assez clair et que voilà, c'est une autre question. Bonjour, en tant qu'étudiante, est-il possible de réaliser un stage chez un professionnel alien? Oui, bien sûr, je pense que c'est tout à fait possible. Donc, chère Léna, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller sur le site d'Aliane, de voir le praticien peut-être le plus proche de chez vous, et donc du coup, de vous rapprocher de chez lui, et donc du coup, de pouvoir faire un stage chez lui. Je pense que ça sera un plaisir de vous montrer ou même de vous montrer une séance. Jusqu'à combien de temps après la chirurgie la reprogrammation peut avoir un impact? Bien, on s'aperçoit qu'on peut avoir un impact des fois de façon très très lointaine. On a eu des patients qui avaient des problématiques sur plusieurs années. Voilà, moi je me souviens avoir notamment assisté à ma première séance Aliane chez un patient qui avait des difficultés à lever le bras 7 ans après une chirurgie de l'épaule et pouvoir encore la corriger. Donc ça, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui peut sembler bluffant et un peu magique, et j'aime pas du tout ce mot-là, parce que ça ne l'est pas du tout. Comme je vous l'ai dit, c'est ce schéma de connexion du cerveau, comment il réalise à faire de la motricité, il ne disparaît pas. Il n'est pas actionné, mais il ne disparaît pas. Nous, on va se servir de plusieurs choses, comme je l'ai dit, notamment l'imagerie motrice et le neurone miroir pour aller chercher au niveau du cerveau comment pouvoir le faire. Et c'est vrai que c'est un effet on-off qui peut être un peu bluffant, mais de suite, le cerveau, une fois qu'il se le réapproprie, eh bien, il va réussir de nouveau à le réactiver. Est-ce que l'atteinte du LCA contralatéral est-elle due à un manque de travail de la neuromotricité? Alors, attention, je n'ai pas dit que ça n'était dû que à ça, hein. Il y a plusieurs facteurs que l'on doit notamment travailler. Mais pour moi, effectivement, une des causes de l'atteinte du LCA contralatéral, mais parce que, en fait, ce déficit neuromoteur, il est global. Si la personne, on va dire, a eu une atteinte d'un LCA à un moment donné de façon isolée d'un côté, qu'on a réparé ce LCA, qu'on a fait une ligamentoplastie, s'il y a toujours ce déficit neuromoteur global, eh bien, pour moi, il y a encore des fortes chances qu'il se fasse du coup aussi de l'autre côté, puisqu'on n'a pas réglé le problème neuromoteur. Voilà.
Donc ça, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller aussi faire ce travail-là. Si on a déjà eu une rupture itérative de LCA, peut-on faire ces reprogrammations neuromotrices ou faut-il forcément refaire une ligamentoplastie? Alors, si vous avez eu une rupture de la greffe, bien sûr, la ligamentoplastie n'est plus présente et du coup, vous allez avoir une instabilité. Vous avez quand même des chances de faire aussi d'autres problématiques ailleurs, mais vous pouvez tout à fait coupler les deux, refaire une ligamentoplastie, mais associée à une reprogrammation neuromotrice. Alors, vous disiez que l'intérêt des sons basse fréquence ont été bien étudiés. Pourriez-vous nous orienter vers quelques études? S'agit-il d'études in vitro, in vivo? Alors, ces études, si vous faites son de basse fréquence, je pense que vous allez en trouver. Je crois que vous en avez aussi sur le site d'Alian, sinon vous pouvez trouver sur des sites comme PubMed, etc., des études sur ces sons de basse fréquence. Voilà. Est-ce que c'est spécifique sur la sidération du quadriceps? Non, ce n'est pas spécifique sur la sidération du quadriceps. Comme je l'ai dit, on peut le retrouver sur plein d'autres aussi types d'AMI. Comme j'ai dit, les AMI, les arthrogenic muscle inhibition, comme disent les anglo-saxons, ce sont quelque chose de général. On le retrouve sur plein de problématiques. Tout ce qui touche à la motricité, sous toutes ses formes, on peut avoir possibilité que le cerveau mette en place ce mécanisme de défense. Parce que, voilà, ça reste ça, c'est-à-dire que c'est un outil pour le cerveau de se dire, là, je vais actionner l'inhibition motrice. Pour faire de la motricité, le cerveau va actionner des muscles, en inhiber d'autres. Donc c'est normal. C'est pas pathologique. Ce qui va devenir problématique, c'est quand on a un excès d'inhibition motrice. Là, ça veut dire que le cerveau a décidé de trop actionner ce paramètre d'inhibition motrice et du coup, il va ne plus retrouver son schéma moteur primaire. On va besoin de le chercher. Bonsoir, est-ce que l'on peut avoir des résultats sur l'algoneurodystrophie du genou? Oui, bien sûr. Alors attention, on ne va pas tout changer en une seule séance. Ce que l'on va réussir à faire, c'est franchir un palier souvent à ces patients de manière à travailler sur autre chose que les douleurs, mais plutôt sur la motricité, parce que l'on sait que, eh bien, à terme, ça va avoir vraiment des effets. Merci pour ce webinaire. Merci à vous, Joël, aussi, d'avoir suivi ce webinaire. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions aussi sur ces récidives. On a beaucoup parlé des problématiques et peu de la gestuelle. La gestuelle, quand on travaille la gestuelle sportive, même si c'est un enchaînement biomécanique vraiment complexe, on peut très bien corriger cette gestuelle. Alors, on a souvent besoin d'avoir aussi d'autres paramètres. Souvent, on va faire appel aux préférences motrices, on va faire appel aux latéralités pour savoir comment le sportif fonctionne et avec tout ça, on va aussi chercher à corriger. Merci Flore, je vois que tu es très intéressée. J'espère pouvoir peut-être un jour échanger aussi avec toi. Quoi qu'il en soit, si vous avez vraiment des questions aussi, n'hésitez pas à venir sur mon mail, poser les questions. Bon, ah oui, alors sur tout ce qui est, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question sur ces webinaires. Y a-t-il une possibilité d'avoir une attestation de participation par mail? Eh bien oui, mais il faut passer par l'organisateur. Alian, c'est pas moi, moi je suis qu'intervenant. Il faut aller demander, notamment sur le site d'Alian, ils pourront vous délivrer ces attestations. En tout cas, moi je vous encourage vraiment à vous intéresser à tout ça, et notamment aux neurosciences, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui suivent ces webinaires. Les neurosciences, pour moi, c'est vraiment l'avenir de la rééducation. Euh, Parce que jusqu'à présent, on avait des difficultés à savoir un petit peu comment fonctionne le cerveau et quel pouvait être son impact.
parce que eh bien, l'état d'avancée, notamment des imageries, ne permettait pas de savoir un peu comment fonctionne ce cerveau. Ça paraît vraiment simple de le dire maintenant, mais finalement, qu'est-ce qui contrôle tout ça? C'est le cerveau. Donc, si on n'a pas un travail spécifique au niveau de ce cerveau, forcément, on va manquer d'un niveau pour pouvoir corriger tout ce qui est neuromoteur. Parce que, voilà, au niveau de la motricité, rien ne bouge sans le cerveau, hein, c'est forcément lui qui va mettre en place tout ça. Eh bien, on a besoin d'aller travailler ça. Et c'est ça qui est très intéressant et qui pour moi, je dis c'est l'avenir parce que eh bien, la plasticité du cerveau, elle est innombrable. Donc le cerveau, il peut mettre en place des choses, mais de correction, vraiment, de façon très spécifique. Et donc on a le pouvoir de nous, en tant que thérapeute, d'aller vraiment aller travailler et corriger, que ce soit tous ces problèmes d'information périphérique, et aussi donc grâce à la reprogrammation neuromotrice, tout ce qui est inhibition motrice d'origine centrale. Est-ce que les cours pour être spécialiste peuvent être suivis online ou à distance? Ça a été aussi réalisé. Oui, oui, on a déjà fait des cours à distance. Chère Cataline, je ne sais pas, est-ce que peut-être vous êtes hors de France, donc sachez que on commence à se déplacer aussi, à faire des formations hors France. Bon, bien sûr, avec l'épidémie, c'est un petit peu compliqué, mais on est allé former en Suisse, en Belgique, beaucoup en Espagne, en Amérique du Sud. Voilà. Sur quel site? Eh bien, voilà, sur le site d'Aliane, A2L-YANE, vous pouvez avoir cette réponse. Ah, vous êtes en Roumanie, oui. Alors, voilà, pour l'instant, on ne s'est pas encore déplacé en Roumanie, mais chère Cataline, peut-être que si vous arrivez à motiver des personnes autour de vous, c'est pas que j'ai pas envie de venir vous voir de façon isolée, mais pour pouvoir effectivement que ce soit rentable pour Aliane, on a besoin d'avoir un petit peu plus de personnes. Donc, si jamais vous arrivez à motiver des personnes pour pouvoir venir vous former, ça sera avec grand plaisir en tout cas. On y croit, c'est l'avenir de nos métiers. Bah oui, Joël, merci. Moi aussi, c'est exactement ce que je pense, hein. Je trouve que là, on a une croisée, une évolution. Il y a eu plusieurs évolutions dans le métier de kiné, hein. Moi, je commence à avoir de la bouteille, hein. Ça fait déjà plus de 20 ans que je suis kiné. Et je trouve ça génial, notamment pour la nouvelle génération, c'est que voilà, vous allez voir apparaître des choses vraiment topissimes sur tout ce qui est neurosciences et travail sur la plasticité du cerveau, tout ça, ça va. Voilà. Moi, je me souviens d'un kiné, là, il n'y a pas longtemps, qui est proche de la retraite et qui disait qu'il était déçu d'être proche de la retraite parce que, eh bien, il voyait qu'il y allait avoir des avancées vraiment très fortes, notamment sur ça, et qu'il regrettait de ne pas pouvoir y participer. Comment évaluez-vous le rôle du cerveau? Alors, je ne sais pas trop, je pense que vous avez eu du mal à taper, je vois 5 échelles, etc. Je pense que est-ce qu'il existe des échelles ou des choses comme ça? Je pense que c'est Léandre, si peut-être vous pouvez reformuler la question. Si c'est par rapport à une échelle que vous me posez la question, sachez que c'est en cours. Oui, les échelles, oui, c'est bien ça. Merci Léandre. Sachez que voilà, il y a une réflexion par rapport à ça, notamment peut-être l'élaboration d'un score. Voilà. Je vous en dirai peut-être un peu plus tard, cher Léandre. Stay in touch, comme on dit en anglais. Très bien, mais on arrive à la fin, puisqu'on a dépassé l'heure. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Aliane a décidé d'en faire donc maintenant plus qu'un par mois. Le prochain, je vous encourage à aller sur le site d'Aliane pour pouvoir eh bien, voir les dernières avancées. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas si vous avez des questions
sur sladoucette, voilà, gmail.com. Vous pouvez aussi retrouver Aliane sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook. Comme ça, vous serez au courant de toutes les dernières avancées par rapport à ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et puis, j'espère vous dire à bientôt sur le site d'Aliane. Au revoir.